Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Yanis Varoufakis, économiste, ancien ministre des Finances de la Grèce, fondateur de DiEM25, un mouvement politique pan-européen pour la démocratie, et auteur prolifique. À ce propos, nous allons discuter aujourd'hui de son livre « Techno-féodalisme, ce qui a tué le capitalisme », afin de comprendre comment l'ascension des géants de la tech est en train de tuer le capitalisme lui-même. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup, Glenn. Merci de m'avoir invité. Ainsi, le système féodal consistait en une hiérarchie claire, où le monarque possédait la terre et en déléguait l'usage aux nobles, qui lui juraient alors fidélité. À la base, il y avait les paysans ou les serfs, attachés à la terre. Mais avec la révolution industrielle, qui a accéléré le capitalisme, nous avons vu apparaître un nouveau système où les propriétaires du capital se faisaient concurrence sur des marchés ouverts. Et il semblait évident que le capitalisme remplacerait le féodalisme et triompherait partout de ses rivaux. Mais vous soutenez maintenant que nous entrons dans une nouvelle ère, que le capitalisme est en train de s'auto-détruire en raison de l'essor du capital en nuage qui introduit le techno-féodalisme. Pour approfondir cet argument, je me demandais si un bon point de départ ne serait pas que vous expliquiez qu'est-ce que le capital en nuage et pourquoi le capitalisme est-il en train de mourir? Si j'ai bien compris votre argument, bien sûr. Oui, absolument. Merci pour cette opportunité. Permettez-moi d'être parfaitement clair avec notre public. Je ne dis pas que nous revenons au féodalisme. Non, nous avançons. Mais ce vers quoi nous avançons n'est pas très agréable et c'est hautement problématique. Mais s'il vous plaît, il ne s'agit en aucun cas d'un argument selon lequel nous retournerions au féodalisme. De la même manière que vous savez, lorsque nous parlons d'économie néoclassique, cela n'a rien à voir avec l'économie classique, n'est-ce pas? Ce n'est pas un retour à l'économie classique. Si l'on veut, c'est même une inversion totale de l'économie classique. Le techno-féodalisme n'est pas une inversion. Cela progresse et, dans un contexte historique, ce qui est totalement cohérent avec ce que vous avez dit, la façon dont vous avez décrit le changement historique. Lorsque la société est passée du féodalisme au capitalisme, qu'est-ce qui s'est essentiellement produit? Le pouvoir qui provenait auparavant de la terre, du fait de posséder la terre. Si vous possédiez la terre, vous étiez un propriétaire terrien. Vous aviez du pouvoir. Vous aviez le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir discursif, le pouvoir idéologique, le pouvoir religieux, n'est-ce pas? Et comment votre richesse s'accumulait-elle? Elle s'accumulait sous forme de rente que vous préleviez sur les personnes qui travaillaient réellement la terre, les paysans. Mais il ne s'agissait pas seulement des paysans. Il y avait aussi les forgerons et les artisans qui étaient enfermés dans votre fief féodal. Avec le capitalisme, le pouvoir passe de ceux qui possèdent la terre à ceux qui possèdent le capital. Et qu'est-ce que le capital? Ce n'est pas de l'argent. Ce sont des moyens de production, produits, outils, machines, bâtiments, des choses que nous créons pour en créer d'autres. Voilà ce qu'est le capital, des moyens de production produits. Ainsi, le pouvoir s'est déplacé des propriétaires terriens. Ce n'est pas que les propriétaires terriens ont perdu tout leur pouvoir, ils n'ont pas tout perdu. Même aujourd'hui, si vous possédez la moitié d'Amsterdam ou la moitié de Londres, vous avez beaucoup de pouvoir. Mais ce n'est pas cela qui fait fonctionner le système. Ce qui fait fonctionner le système, ce sont les machines. Ce sont des moyens de production, produits, du capital. Mon point est que, et c'est là où j'essaie d'en venir, ou de répondre à votre question très précise sur le capital du cloud. Mon point est que le capital a été tellement efficace pour procurer, au nom de ses propriétaires, du pouvoir, le pouvoir d'extraire, le pouvoir de persuader, le pouvoir de faire faire aux gens ce que vous voulez,
simplement parce que vous possédez tant de capital. Il a eu tant de succès qu'il a complètement mis de côté les syndicats et les parlements, ainsi que tout ce que nous associons à une société civilisée. Et il a triomphé totalement, à tel point qu'il a muté en une nouvelle forme de capital, une mutation du capital, qui est bien sûr la machinerie. Mais c'est très différent de tous les types de capital que nous avions auparavant. Ainsi, tout d'un marteau à une charrue, d'un tracteur à un moteur diesel, jusqu'à un robot industriel de cette époque, était très sophistiqué, tout chantant, tout dansant. Toutes ces choses sont des moyens de production produits. Mais ce qui vit dans... Eh bien, je n'ai pas mon téléphone ici pour vous montrer dans nos smartphones, nos iPads, nos tablettes, etc. Et bien sûr, toute la machinerie qui les relie et les met en réseau, les câbles, les algorithmes, les fermes de serveurs, etc., c'est de la machinerie. Je veux dire, si vous entrez dans une ferme de serveurs, cela ressemble à une usine. Donc c'est du capital, mais c'est pas productif. Cela ne produit rien en soi. Ce que cela fait, c'est créer une interface entre nous et la machine, par laquelle nous entraînons la machine à nous connaître suffisamment bien pour nous faire des suggestions, comme Amazon vous propose des livres, qui sont généralement de bonnes suggestions, n'est-ce pas? Ainsi, elle gagne votre confiance. Donc, la prochaine fois qu'elle vous propose d'acheter ce vélo électrique plutôt qu'un autre, vous pensez, d'accord, pourquoi pas, et vous l'achetez, et c'est généralement en accord avec vos désirs. À ce moment-là, vous avez remplacé les publicitaires et les spécialistes du marketing par des machines dialectiques. Vous les entraînez, à vous entraîner, à les entraîner, à vous entraîner. Et une fois qu'elles commencent à insuffler des désirs dans votre sein, dans votre cœur, dans votre esprit, peu importe, alors elles contournent les marchés. Vous cliquez sur un bouton et vous achetez ce vélo électrique, non pas sur un marché, mais sur une plateforme qui, à mes yeux, ressemble beaucoup à un fief moderne. Ce n'est pas constitué de terre, mais de terre numérique. Ainsi, Amazon.com est un fief appartenant à un seul homme, Jeff Bezos. Il possède ce fief numérique, ce que j'appelle un fief du cloud, et il ne produit rien, tout comme les propriétaires terriens d'autrefois ne produisaient rien. C'est un capitaliste. Il possède beaucoup de capital. Mais ce capital ne produit rien d'autre que le pouvoir de Jeff Bezos de contourner le marché et de prélever, pour le vélo électrique que vous avez acheté, 40% du prix. Et c'est une forme de rente. Ce n'est pas une rente foncière, c'est une rente du cloud. Donc, mon point, en résumé, c'est que nous sommes passés à un monde hyper-capitaliste. Un capitalisme de l'hypercapital, le capital du cloud, qui n'est pas productif, mais qui a opéré une transformation. On est passé des propriétaires des moyens de production aux propriétaires du capital du cloud, qui ne produit rien d'autre que le pouvoir d'extraire des rentes du cloud, des travailleurs, des non-travailleurs. Chaque fois que vous postez quelque chose sur YouTube, etc., vous ajoutez au capital du cloud de Google. Et des capitalistes traditionnels qui vendent leurs produits. Ils doivent vendre leurs produits sur ces fiefs du cloud et ils perdent 30 à 40% de la valeur, de la même manière que les créateurs d'applications perdent 30% au profit d'Apple. Donc, une société de plus en plus dominée par le capital, on peut l'appeler hyper-capitaliste si on veut, n'a pourtant plus les ingrédients principaux du capitalisme. Quels sont les deux principaux ingrédients du capitalisme? Les marchés et le profit. Les marchés ont remplacé les fiefs et les profits ont remplacé les rentes. Aujourd'hui, nous avons ces plateformes qui sont des fiefs numériques et les profits sont siphonnés sous forme de rente du cloud. Ce que je dis ensuite, c'est que nous ne sommes pas revenus au féodalisme, mais que nous avons avancé vers quelque chose que j'appelle le techno-féodalisme, qui est hyper-capitaliste en ce qui concerne le rôle des machines dans nos vies. Mais il ne s'agit pas de machines productives.
Ce sont des machines qui produisent un pouvoir exorbitant et une nouvelle classe dirigeante, les Elon Musk, les Jeff Bezos, et ainsi de suite, qui règnent au-dessus des capitalistes traditionnels, de la classe ouvrière et du précariat, qui deviennent de plus en plus des serfs du cloud, car nous travaillons tous pour l'algorithme. Pendant que vous et moi parlons, nous le faisons via Zoom, n'est-ce pas? Nous contribuons donc au capital numérique de l'entreprise qui possède Zoom, et nous ne sommes pas rémunérés pour cela. Eh bien, dans quelle mesure le capital du cloud, puisqu'il possède tout de même certains actifs, comme les centres de données, les lignes de fibre optique, dans quelle mesure cela appartient-il, je suppose? Ou bien s'agit-il aussi d'extraction auprès du public? Parce qu'on évoque souvent les allègements fiscaux dont il bénéficie. La capacité, eh bien, de faire grimper les prix de l'électricité qui sont aussi supportés par le public. Est-ce que cela fait aussi partie des préoccupations? Ou s'agit-il surtout de la capacité à extraire une rente, c'est-à-dire à capter de la richesse issue du processus de production sans y contribuer? Eh bien, la capacité des multinationales à échapper à l'impôt, à ne pas payer d'impôts, à nuire à notre environnement, à gaspiller nos ressources, à polluer, etc. C'est une longue histoire. Dès le début du XXe siècle, nous aurions vraiment dû nous inquiéter de ce pouvoir exorbitant du capital monopolistique multinational à agir ainsi. Et ceux d'entre nous qui sont à gauche, nous avons toujours été préoccupés par cela. Mais certaines personnes, du côté libéral de la politique aussi. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le capital du cloud. Et Glenn va vous donner un exemple, n'est-ce pas? Prenez par exemple General Motors, ou Volkswagen, ou toute grande entreprise, Rolls-Royce, BASF, Bethlehem Steel, toutes ces entreprises capitalistes monopolistiques traditionnelles. Vous savez, environ 80 à 85% de leurs revenus allaient aux salaires et traitements, des plus bas jusqu'au PDA, direct financier, et ainsi de suite. J'ai été stupéfait lorsque je faisais des recherches pour mon livre, Techno-féodalisme, de constater que la part totale de l'argent ou le pourcentage des revenus de Facebook, de Meta, disons qui va au salaire est de 1%. 1%. 99% ne va pas au salaire des personnes qui y travaillent. Passer de 85% à 1%, c'est un écart énorme, non? Comme on dit à gauche, et en particulier à la gauche hégélienne, la quantité mène à la qualité. Les changements quantitatifs entraînent des changements qualitatifs. Et la question est, comment s'en sortent-ils ainsi? Pourquoi ont-ils un tel ratio de rente fantastique? Je l'appellerais ratio de profit. Je l'appellerais ratio de rente. Eh bien, la raison, c'est que si vous regardez Facebook, la majeure partie de l'investissement qui constitue le capital de Facebook est le résultat du travail gratuit. Lorsque les gens téléchargent leurs histoires, leurs photos, c'est cela qui alimente le capital numérique de Facebook. Pourquoi les gens se laissent-ils happer par Facebook? Pourquoi ne peut-on pas quitter Facebook facilement? Eh bien, parce que vos amis s'y trouvent. Et vos propres messages s'y trouvent. Et les messages de vos amis, ainsi que vos photos et les vidéos de vos amis s'y trouvent aussi. Donc, par exemple, quand Elon Musk a racheté Twitter, beaucoup d'entre nous ont voulu quitter Twitter pour des raisons évidentes. Et je n'ai pas besoin de les expliquer, n'est-ce pas? Mais vous savez, j'ai 1,2 million d'abonnés sur Twitter. Si je pars, et je suis allé sur Bluesky, mais là-bas, au début, je n'avais que 10 personnes. Donc le coût du changement est si élevé que ces plateformes, ces fiefs, fonctionnent comme des fiefs entourés de murs. Ce ne sont pas de vrais murs. Ce sont des murs virtuels. Ce sont les murs créés par les effets de réseau, les coûts de changement, et ainsi de suite. Mais au final, ces murs permettent aux propriétaires de ces plateformes de prélever d'énormes rentes, des rentes du cloud, et de continuer à élever ces murs toujours plus haut, sans que cela ne provienne de leurs propres investissements. Bien sûr, ils investissent,
Ils installent de nouveaux serveurs, de nouveaux câbles à fibre optique, etc. Mais l'investissement principal, c'est nous tous qui le faisons, en tweetant, en publiant et en faisant tout cela, ce qui rend encore plus difficile pour nous d'en sortir. Et plus il nous est difficile d'en sortir, plus il est facile pour le propriétaire de prélever une rente du cloud. Il existe un concept, non pas d'économie d'échelle, mais d'économie de champ, où l'on considère la réduction des coûts pour une entreprise qui combine deux ou plusieurs lignes de produits, par opposition à les gérer séparément. Si l'on regarde dans le domaine des transports, on observe un développement étrange, une tendance similaire des États-Unis à la Chine et à la Russie, où l'on voit que peut-être les entreprises qui gèrent vos moteurs de recherche commencent ensuite à prendre en charge la production automobile. Elles s'occupent de la livraison des véhicules, des drones. Cela leur donne un avantage dans l'exploitation des entrepôts. Ensuite, elles développent leur propre système de paiement pour financer tout cela. Par exemple, Meta envisagera de développer ses propres monnaies afin que la nourriture qui peut être livrée puisse ensuite... Eh bien, ils cherchent aussi à développer des cuisines intelligentes, voire à cultiver leur propre nourriture. Autrefois, il existait le concept d'avantage comparatif, faire une chose et échanger. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y ait un avantage à tout faire, où les mêmes plateformes numériques peuvent être utilisées pour presque toutes les activités. C'est-à-dire que l'entreprise auprès de laquelle vous commandez vos livres, comme vous l'avez dit, s'engagera aussi dans les voyages spatiaux. Donc je me demande simplement, lorsqu'il y a une telle concentration incroyable autour de ces plateformes, quel est le rôle de la droite et de la gauche politique dans un tel système? Parce que le pouvoir économique tend à être très concentré. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, les économies de champ ont toujours existé. Il y avait de grandes entreprises avec d'énormes économies de champ, pas seulement d'échelle, qui faisaient beaucoup de choses en même temps, surtout dans le secteur financier. Regardez le capital investissement, par exemple. Ce n'est pas propre au capital du cloud. Ce que fait le capital du cloud, c'est d'accélérer tout cela, une accélération absolue, et à un tel niveau que ce n'est pas seulement une augmentation quantitative, mais aussi qualitative. Prenons par exemple le secteur des transports que vous avez mentionné, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'Uber? Qu'est-ce que Deliveroo? Ce sont des entreprises de transport qui ne possèdent ni voiture, ni moto, ni camion. Ce qu'ils possèdent, c'est l'algorithme, le capital du cloud, qui vous permet de former ce capital du cloud pour qu'ils vous connaissent, de sorte qu'ils vous capturent à l'intérieur d'Uber, à l'intérieur de Deliveroo, à la fois en tant que conducteur et en tant que consommateur. Et dans le cas de Deliveroo, également en tant que restaurant qu'envoie des plats, des colis. Au final, on se retrouve dans une situation où ce capital du cloud et la capacité à générer des rentes prennent de plus en plus le pas sur les activités économiques classiques. Je vais vous donner un exemple. Uber gagne de plus en plus d'argent, non pas en exploitant les chauffeurs de taxi et les consommateurs, mais grâce aux données des consommateurs, aux données des passagers sur Uber et aux données des chauffeurs. Prenez Tesla, par exemple. Mais de plus en plus, cela s'applique aussi aux fabricants chinois de voitures électriques. De plus en plus, une part croissante de leurs revenus aujourd'hui, dans le cas de Tesla, ne provient pas de la vente d'une voiture ou de ses pièces détachées, mais du fait que, pendant que vous conduisez votre Tesla, que vous alliez chez votre belle-mère, votre beau-père, vos enfants ou qui que ce soit, elle sait qui vous allez voir, à quelle heure et quelle musique vous avez écouté en rendant visite à votre belle-mère plutôt qu'à votre fille. Dans quel supermarché vous êtes-vous arrêté pour acheter quelque chose? Qu'était-ce?
Toutes ces informations qui sont étroitement liées à qui vous êtes et à vos propensions à dépenser pour X, Y et Z, ces informations sont ensuite revendues. Et Tesla gagne beaucoup plus d'argent ainsi. Voilà pourquoi Volkswagen est caput, parce que Volkswagen ne possède pas de Capital Cloud. Donc, le Capital Cloud, pour moi, la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que c'est un concept important, sans lequel on ne peut pas vraiment comprendre la manière dont le processus que vous avez décrit se déroule. C'est pour cela. Pour répondre à votre question sur la droite et la gauche politique, écoutez, ce qui est clair pour moi, c'est que le centre a disparu. Le centre n'a pas tenu. Le centre ne tient plus, qu'il soit centre-gauche ou centre-droit. La social-démocratie est en faillite. Pourquoi? Quelle était l'idée de la social-démocratie? Vous savez, le chancelier Willy Brandt en Allemagne ou Bruno Kreisky en Autriche, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, réunissaient les capitaines d'industrie et les syndicalistes pour conclure un accord. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. On ne peut pas mettre le précariat, les serfs du cloud, ceux qui produisent réellement beaucoup de capital numérique pour Jeff Bezos, autour de la table avec Jeff Bezos. Ce n'est vraiment pas possible. Et plus les rentes du cloud sont insaisissables, moins le fisc a la capacité de les capter. Dans cette situation, je pense que nous devenons de plus en plus polarisés. Ce que Karl Marx a dit, à savoir qu'il y aurait de plus en plus un affrontement majeur entre deux camps, est probablement en train de se produire aujourd'hui. Parce que d'un côté, à droite, politiquement, vous avez Donald Trump qui arrive et introduit le Genius Act, qui privatise essentiellement la monnaie, le dollar. En gros, cela permet à des acteurs, comme vous l'avez mentionné, Meta, JP Morgan, et vous savez, de grands conglomérats financiers et technologiques, de créer leur propre stablecoin, leur propre dollar, et de frapper leur propre monnaie. Jusqu'à présent, seul Wall Street pouvait faire cela. Désormais, Tether et d'autres entreprises pourront effectivement frapper des dollars, tandis que la Réserve fédérale, la Banque centrale, sera complètement mise à l'écart, interdite même de participer à ce processus. C'est scandaleux. C'est, vous savez, une attaque stupéfiante, même contre les banques centrales. Donc vous voyez, le centre ne tient plus, banque centrale, partis centraux. On peut donc aller dans cette direction en disant essentiellement tout le pouvoir aux grandes entreprises technologiques, tout le pouvoir aux propriétaires du capital du cloud, ce qu'il fait, ce que fait Donald. Et si vous venez de la gauche politique, ce qui est mon cas, quelle est notre réponse à cela? Notre réponse ne peut être qu'une seule, socialiser le capital du cloud. Maintenant, on peut adopter une attitude ludiste. On peut dire, oh, détruisons nos téléphones et nos tablettes, et vous savez, arrachons les câbles à fibre optique. Mais ce serait stupide, car ce sont des machines extraordinaires. Elles peuvent accomplir des choses vraiment merveilleuses, n'est-ce pas? Je veux dire, elles peuvent découvrir des antibiotiques grâce à des programmes d'IA qui sauvent des vies. Et nous pouvons sauver des vies. Vous et moi sommes en train de suivre maintenant. C'est incroyable que nous puissions. Tu sais où es-tu? Tu es à Amsterdam? Où es-tu? Oui, à Oslo. À Oslo, pardon. Je me suis trompé pour une raison quelconque. À Oslo. Je veux dire Athènes. On discute, c'est génial. Mais la question est, et je ne suis pas vraiment passionné, tu sais, comme d'autres, par la surveillance et tout ça. Bien sûr que ça m'intéresse, mais ce n'est pas ma principale préoccupation. Ma principale préoccupation n'est pas ce que les propriétaires de Zoom savent sur toi et moi. C'est un problème, tu sais. La vie privée, que nous n'en ayons plus. Nous sommes un livre ouvert pour eux, et eux sont un livre fermé pour la société. C'est un problème, mais ce n'est pas ma principale préoccupation. Ma principale préoccupation, Glenn, c'est qu'ils détiennent ce pouvoir exorbitant. Parce que si tu possèdes le capital du cloud et que 0,001% de l'humanité possède 99,9% total du cloud d'une puissance exorbitante, alors il n'y a aucune possibilité de démocratie.
Il n'y a aucune possibilité de progrès. Il n'y a aucune possibilité que cette espèce survive. Car lorsque si peu de personnes contrôlent le monde et son opinion, alors nous ne pouvons même pas parler de la grande transition. Nous ne pouvons pas parler de quoi que ce soit d'essentiel à la survie et à l'amélioration de l'humanité. Donc, du point de vue de la gauche politique, je pense que nous devons répondre à la question que nous avons posée en tant que gauche marxiste, à la fin du 19e siècle, et à laquelle nous n'avons toujours pas répondu. À savoir, comment passer de la propriété privée du capital, dans ce cas le capital du cloud, à la propriété sociale du capital, sans qu'un État stalinien ne le fasse à notre place. Eh bien, avec cette montée du capital du cloud, avec cette immense recherche de rente, qui ne permet vraiment aucune concurrence, qu'est-ce que ça signifie pour la rivalité entre les grandes puissances dans le système international? Parce que, au début du 19e siècle, tout le principe du système américain était qu'il fallait une certaine souveraineté manufacturière et technologique pour préserver son indépendance politique. Mais aujourd'hui, toutes les grandes plateformes, ce capital du cloud dont vous parlez, sont américaines. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'Europe? Parce qu'avec Uber, oui, les Européens peuvent conduire leur propre voiture, mais Uber, comme vous l'avez dit, possède simplement le cloud. Donc cette énorme recherche de rente qui profite à des plateformes étrangères, comment l'Europe peut-elle maintenir sa compétitivité économique et même son autonomie politique si elle ne possède pas ce capital, si celui-ci est capté par le capital du cloud américain ou chinois d'ailleurs? Je vais commencer par la dernière partie. L'Amérique et la Chine. Les États-Unis et la Chine sont les deux endroits où le capital du cloud est concentré. Le reste du monde en a très peu. L'Europe n'en a pas. Aucun. Nous avons beaucoup de machines, nous avons des réseaux numériques, et nous avons des entreprises qui essayent, des start-up, etc. Mais nous n'avons pas, même celles que nous avons, comme Volt et Spotify, elles ont été rachetées par les Américains. Et puis il y a les Chinois, parce que les Chinois ont créé la muraille de Chine. En fait, ils ont banni Google, ils ont banni Meta, et ils ont créé les leurs. C'était très intelligent de leur part de faire cela. Donc il y a l'Amérique et il y a la Chine. Des grandes entreprises technologiques très différentes. Il est très intéressant de voir comment les autorités chinoises ont maîtrisé leurs géants de la tech. Essentiellement, elles ont limité la part de rente qu'ils peuvent extraire du reste de l'économie. Elles ont orienté l'IA vers des usages productifs, contrairement aux États-Unis où tout tourne autour du secteur des services. Là-bas, il s'agit surtout de rédiger des requêtes pour ChatGPT. Mais en Chine, ils intègrent l'IA à des machines productives pour fabriquer des biens. Aux États-Unis, on ne fait pas cela. En Europe, nous ne faisons rien. Et cela se voit dans les négociations entre la Commission européenne et le gouvernement de Donald Trump sur l'accord commercial. Le fait que l'Union européenne ait un énorme excédent commercial avec les États-Unis donne à Trump un immense pouvoir de négociation sur l'Europe. Si j'ai un énorme excédent commercial avec vous, alors en réalité, je ne peux pas gagner une guerre tarifaire contre vous. Vous pouvez me détruire avec des tarifs si j'ai un énorme excédent commercial avec vous. Je me souviens que, lors de ces discussions, des gens disaient « Oui, mais vous savez, en ce qui concerne les services, les États-Unis ont un excédent grâce aux grandes entreprises technologiques par rapport à l'Europe. Oui, mais vous ne pouvez pas utiliser cela contre eux, parce que, vous savez, s'il n'y a plus de Mercedes-Benz qui traverse l'Atlantique à cause d'une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne, et alors? Les Américains peuvent vivre sans Mercedes-Benz. Ils devront acheter des Cadillacs,
ils devront acheter des Nissan, peu importe. Ce n'est pas la fin du monde pour les États-Unis. Mais s'il y a une guerre dans le domaine de la technologie, des grandes technologies, et que, disons, Google coupe toute l'Europe de YouTube, je ne pense pas que nous puissions survivre à cela. Du moins, nos gouvernements ne le pourraient pas. Politiquement, ce serait dévastateur. Donc vous avez tout à fait raison. Le fait que nous n'ayons pas de capital cloud propre en Europe nous a rendus irrélevants. Cela fait partie de l'irrélevance de l'Europe. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas de capital cloud propre est double. Tout d'abord, parce que nous n'avons rien investi. Depuis la crise de l'euro, à laquelle, comme vous le savez, j'ai été en partie impliqué, la politique d'austérité d'un côté pour les masses et la création monétaire pour une poignée de privilégiés, comme Volkswagen et BASF, a engendré la stagnation. Nous n'avons pas eu d'investissement en Europe depuis 19 années consécutives. Quand je parle d'investissement, je parle d'investissement net. Si l'on tient compte de l'amortissement, l'investissement net est nul depuis 19 ans. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas de capital dans le cloud, c'est que nous n'y avons pas investi. Et la deuxième raison, bien sûr, c'est que nous n'avons pas fait ce que la Chine a fait, c'est-à-dire imposer des barrières réglementaires. Nous avons laissé Google, Uber et d'autres s'emparer de l'Europe. Et maintenant, c'est vraiment très difficile. Nous pouvons riposter. Nous pouvons créer. Vous savez, Oslo peut créer sa propre application. Elle peut acheter un Airbnb, un Uber et créer. Pourquoi la municipalité d'Oslo ne pourrait-elle pas avoir ses propres développeurs pour créer une application pour Oslo, où tous les revenus issus des taxes et des services de type Airbnb, la location de courte durée d'appartements et de logements, resterait à Oslo? Nous pourrions le faire, mais cela nécessite la volonté politique d'entrer en conflit avec les géants de la tech. Oui, je ne vois pas cette volonté pour le moment. Mais j'imagine que c'est pour cela que toutes ces personnes ont souligné certains des avantages des États adversaires des États-Unis, que ce soit les Chinois ou les Russes. Ils ont toujours ressenti le besoin d'avoir une certaine souveraineté technologique parce qu'ils craignaient les Américains. Je pense que nous avions de si bonnes relations avec les États-Unis que nous nous sommes trop reposés sur nos lauriers et avons laissé Google agir à sa guise. Mais je voulais quand même demander, qu'est-ce que ce techno-féodalisme signifie pour la démocratie? Parce que traditionnellement, nous avons toujours eu une séparation des pouvoirs. À cette question précise, dans la version Simple English de Wikipédia. C'est Google qui intervient. D'accord, Google, arrête. Tu vois, je pense que c'était une intervention vraiment brillante de la part de Victor. Nous pourrions être remplacés dès maintenant. Eh bien, j'allais dire que nous avons toujours eu l'État, l'individu, mais aussi le marché. Et j'imagine que la liberté de l'individu dépendait en quelque sorte de ceux avec qui il pouvait s'allier. Ainsi, au début du 19e siècle, les libéraux se tournaient vers le marché pour limiter le pouvoir de l'État. À la fin du 19e siècle, avec la concentration du pouvoir dans différents monopoles et oligarchies, on a vu les libéraux commencer à se tourner vers l'État pour limiter les forces du marché. Mais lorsque vous avez cette fusion du pouvoir de l'État et du marché, qui ressemble à une économie politique fasciste, où l'individu est affaibli et contrôlé, qu'en est-il? Est-ce que c'est cela l'avenir? Parce qu'on voit effectivement tous ces géants de la tech émerger et se rapprocher de l'État. Bien sûr, il y a différents partis politiques, ce qui peut provoquer des affrontements internes. Mais que fait, je suppose, le capital du cloud à la démocratie elle-même? Et pas seulement à la démocratie, mais aussi à la liberté de l'individu. Merci pour la question. Elle est brillante. Ce que fait le capitalisme de plateforme, c'est éliminer l'individu libéral et empoisonner la démocratie.
Je vais commencer par le premier point. Les libéraux ont traditionnellement défendu le capitalisme en affirmant d'abord que le marché fonctionne à merveille, ou du moins aussi bien que n'importe quel mécanisme que l'humanité puisse concevoir, pour envoyer des signaux aux producteurs, aux consommateurs, etc. C'est un dispositif d'émission de signaux qui nous aide à nous coordonner, la main invisible d'Adam Smith. C'était la première partie de la défense libérale du capitalisme. Et la seconde partie était que, d'accord, si vous êtes un travailleur, un salarié, vous vendez votre force de travail pendant 8 heures par jour, mais le reste de votre temps vous appartient. C'est votre temps libre. Vous pouvez faire des choses avec, vous pouvez vous instruire, vous pouvez jouer, vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez regarder la télévision, peu importe, c'est votre temps. Il y a donc un moment où vous êtes sur le marché du travail, où vous êtes avec votre employeur, puis ce temps vous appartient. Là, vous êtes un agent autonome, souverain, l'individu libéral. Eh bien, ces deux arguments sur la main invisible du marché et l'individu libéral, le capital en nuage, les a tous deux détruits. D'abord, parce qu'il n'y a plus de marché. Nous avons des fiefs. Oui, il y a une rivalité entre TikTok, Amazon et Instagram. Il y a de la rivalité, vous savez, et TikTok a beaucoup nui à Instagram. Mais ce n'est pas de la concurrence. La concurrence, c'est quand, vous savez, vous produisez cette tasse et moi j'en produis une équivalente, et nous essayons de nous battre sur le marché en fonction du prix, de la qualité, de l'image, peu importe. Mais ici, il n'y a pas de concurrence. Il y a une rivalité entre deux fiefs différents. Si vous êtes coincé sur Amazon et que vous faites la majorité de vos affaires en tant qu'entrepreneur, vous vendez sur Amazon, n'est-ce pas? Alors réorienter tout votre marketing pour aller sur TikTok représente un changement énorme. Vous ne pouvez pas le faire sur la base de « aujourd'hui j'achète ceci, demain j'achète une autre tasse ou un autre mug ». Cela n'existe plus. Ce ne sont donc plus les prix qui déterminent ce que vous faites. Le mécanisme des prix est mort. Maintenant, il y a d'autres facteurs, comme le degré auquel vous êtes exploité. Combien d'argent Google vous demande-t-il pour promouvoir vos produits sur le moteur de recherche Google, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas de prix. Ce sont différents niveaux d'exploitation qui, s'ils dépassent un certain seuil, vous poussent à aller vers un autre exploiteur, une autre plateforme, un autre fief. Ce n'est pas le marché tel que Friedrich von Hayek, par exemple, l'imaginait, ni Adam Smith, comme un dispositif émetteur de signaux. Quant à l'individu libéral, voyez-vous, j'ai été alerté à ce sujet il y a déjà plusieurs années, Glenn, lorsque j'étais encore professeur à l'université, par des étudiants qui venaient me demander des conseils sur ce qu'ils devaient faire de leur vie, de leur carrière. Ils voulaient des lettres de recommandation, etc., pour trouver un emploi ou des programmes de 3e cycle. Et j'ai remarqué qu'ils étaient profondément plongés dans une angoisse existentielle. Parce que voyez-vous, dès que l'on entre sur les réseaux sociaux, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je suis présent sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui fais le puriste en disant « Oh, c'est terrible d'être sur les réseaux sociaux ». Mais ce que je fais, c'est une évaluation réaliste de ce que cela signifie, surtout pour un jeune, d'être sur les réseaux sociaux. Et j'observe cela avec ma fille et ses amis, avec les jeunes, les étudiants, etc. Et je pense que c'est une expérience commune. Ces jeunes savent que tout ce qu'ils tweetent, tous les messages qu'ils publient sur Snapchat, Instagram, TikTok, etc., restent là. Il y a une trace. Et ils savent que lorsqu'ils postulent à un poste dans une entreprise qu'ils estiment, un bot d'IA va examiner leur historique et se faire une idée, prendre une décision. Allons-nous inviter ces jeunes à un entretien ou non? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que, disons, il est 23 heures, vous avez un enfant qui était au lit et qui publie, enfin,
Pas sur Twitter, ils ne tweetent pas, mais ils postent et mettent en ligne sur Instagram, etc. Ils ressentent ce besoin de communiquer entre eux de cette manière. Mais au fond d'eux, ils se disent « Oh, tu sais quoi, je suis en train de façonner une personnalité qu'un employeur, à un moment donné, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, va regarder. » Alors soudainement, ils sont envahis par l'angoisse. Est-ce que je devrais publier ça? Est-ce que c'est le genre de personne qu'on voudra embaucher dans 10 ans? Ils n'y pensent peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, ils le savent. Donc ce que je veux dire, essentiellement, c'est qu'ils ne sont pas libres. À ce stade, ils n'expriment plus vraiment leur personnalité. Ils construisent en permanence une image, comme une marque, qui sera à vendre dans 10 ans. C'est donc la mort de l'individu libéral. Si l'on ajoute à cela le fait que nos journaux, nos chaînes de télévision, nos stations de radio sont tous rachetés ou mis de côté, marginalisés par Twitter, par tous les réseaux sociaux, qui prennent désormais le contrôle de l'information, de l'actualité et de tout cela. Et ces réseaux sont dirigés par le capital du cloud, qui a été conçu, optimisé dans son codage pour nous rendre en colère. Pourquoi? Parce que si nous sommes en colère, nous interagissons davantage avec l'écran. Donc l'algorithme n'est pas politique. Il s'en fiche complètement. Il agit simplement au nom de son propriétaire. Le capital du cloud agit au nom de son propriétaire pour inciter les gens à s'engager davantage. Et il fonctionne de manière autonome. Il n'a même pas besoin de lire Freud, Jung ou qui que ce soit d'autre. L'algorithme comprend que s'il nous met en colère, vraiment, très sérieusement en colère, alors nous allons nous engager davantage, et le capital du cloud sera reconstitué plus facilement. Ainsi, il empoisonne nos conversations. Il continue de nous montrer des choses qui nous mettent en colère, qu'elles proviennent de notre propre perspective idéologique, renforçant nos préjugés, ou qu'elles nous montrent ce que l'ennemi, les personnes sataniques de l'autre camp politique, montrent, disent ou racontent. Et cela annule totalement toute possibilité de conversation. Ainsi, la démocratie est empoisonnée. C'est intéressant ce que vous avez dit à propos de vos étudiants, car dans les années 1950, il y avait des personnes comme C. Wright Mills qui ont écrit sur les cols blancs. Une partie de son argumentation était que, dans la vente et des domaines similaires, la personnalité devenait une marchandise. Ainsi, un peu comme une prostituée qui ressentirait une certaine distance par rapport à son propre corps, utilisé comme une marchandise, il soutenait que les gens devenaient distants de leur propre personnalité parce qu'ils devaient la présenter comme une marque pour l'entreprise. Ils commençaient donc à s'en détacher, et cela créait une certaine prudence ou un problème. Mais au moins, cela se limitait à l'espace de travail. Jeff Bezos a un jour affirmé qu'il n'aimait pas le terme « équilibre » entre vie professionnelle et vie privée. Il voulait une harmonie entre vie professionnelle et vie privée, ce qui suggère une certaine intégration, indépendamment, vous savez, de toute intention bienveillante. Mais cela pose tout de même des problèmes, non seulement au niveau économique ou démocratique, mais aussi au niveau personnel, qui semble être corrompu dans une certaine mesure. Je suppose que ma question finale est la suivante. Avec cette érosion de l'équilibre entre le travail et le capital, et tous les autres problèmes, quelles sont les solutions possibles? Parce que, comme je l'ai dit, nous n'allons pas devenir des luddites, nous n'allons pas aller détruire les technologies. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, à part, je suppose, la souveraineté technologique? Vous avez mentionné l'exemple d'Airbnb, mais quelles sont les autres solutions, à part vivre dans le fief de Musk, Zuckerberg et Bezos? Eh bien, il y a des actions que l'on peut entreprendre à de nombreux niveaux différents. L'une des choses les plus simples que nous pourrions promouvoir serait d'introduire une législation imposant l'interopérabilité. Par exemple, souvenez-vous, il y a 20 ans, quand était-ce?
lorsque les premiers téléphones portables sont apparus, vous obteniez un compte, un numéro de téléphone auprès d'une entreprise. Si vous vouliez changer d'opérateur, vous deviez changer de numéro de téléphone. Et cela représentait un coût de changement énorme. Le Parlement a donc légiféré pour que vous ayez le droit de conserver votre numéro. C'est de l'interopérabilité à un niveau très simple avec les téléphones portables. Maintenant, j'ai mentionné plus tôt que vous savez, lorsque je suis passé de Twitter à Blue Sky, je n'ai pas pu faire cette transition. Maintenant, je suis sur les deux. Je ne peux pas quitter Twitter parce que j'ai 1,2 million d'abonnés. Imaginez cependant si l'interopérabilité était imposée par la loi et que cela signifiait que lorsque je publie quelque chose sur Blue Sky, alors X, Twitter, aurait l'obligation de transmettre cette publication à mes 1,2 million d'abonnés sur Twitter. Je n'aurais plus besoin de rester sur Twitter. Cela réduirait vraiment le pouvoir exorbitant des grandes entreprises technologiques. Fait intéressant, cette interopérabilité a été imposée par la loi en Chine il y a environ 1 an, n'est-ce pas? Donc c'est possible, c'est tout à fait faisable. Bien sûr, les géants de la tech vont se débattre et protester si vous faites cela. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui a parfaitement du sens. Cela a déjà été fait auparavant avec les numéros de téléphone des opérateurs télécoms, de la téléphonie mobile. Et c'est uniquement le pouvoir politique des grandes entreprises technologiques qui nous empêche d'avoir cette conversation sur les raisons pour lesquelles nous n'augmentons pas l'interopérabilité. Ensuite, on peut passer à d'autres mesures, en arrivant progressivement à ce que je disais tout à l'heure. Nos villes reprenant le contrôle de nombreux fiefs numériques, des fiefs du cloud qui appartiennent aujourd'hui à Uber et Airbnb. Et si vous souhaitez vraiment aller au-delà de la politique municipale et de ce type de social-démocratie numérique que je propose, et que vous voulez vous orienter vers une alternative socialiste, ce qui m'est cher en tant que marxiste non repenti, je dois en avertir notre public. Ensuite, nous parlions de la propriété sociale de toutes les plateformes sur la base d'une personne, un employé, une action, une voix. Pas une propriété étatique, mais une personne, une action, une voix. Et si vous souhaitez passer au système de paiement, je suis tout à fait favorable à une monnaie numérique de banque centrale qui met de côté le monopole des banquiers sur le système de paiement. Imaginez que, en Norvège, votre banque centrale permette à chacun d'entre vous, chaque citoyen, d'avoir un compte numérique auprès de la banque centrale, et que l'argent que vous y déposez rapporte le taux d'intérêt au jour le jour de la banque centrale, et que vous puissiez effectuer des paiements gratuitement. Et ensuite, on peut passer à la banque à réserve intégrale et mettre de côté ce système financier épouvantable que nous avons. On peut donc commencer petit et simplement avec l'interopérabilité, puis aller jusqu'à une alternative socialiste pour posséder et gérer le capital numérique. Et à ceux qui s'inquiètent de l'État, car je m'inquiète de l'État et je me considère comme un marxiste libertaire, je déteste le pouvoir concentré, qu'il soit privé, public ou étatique. Nous pourrions avoir des assemblées citoyennes et des jurys citoyens supervisant la monnaie numérique de la Banque centrale, supervisant les applications municipales, et ainsi de suite. Je crains qu'il ne soit déjà trop tard, cependant. Lorsque j'ai regardé l'investiture de Donald Trump et que j'ai vu toute la première rangée occupée par les géants de la tech, je me suis dit que le problème de l'oligarchie survient lorsque les détenteurs de capitaux acquièrent trop de pouvoir politique. Et comme vous l'avez dit, les géants de la tech vont se débattre et protester, mais cela semble effectivement être la solution optimale, comme vous l'avez expliqué.
Glenn, je ne veux pas que nous terminions sur une note pessimiste, alors permets-moi de répondre à ton point. Oui, il est vraiment très facile de perdre espoir quand on regarde ces images. Mais il existe différentes façons de lire ou d'interpréter ces images. Lorsque tu as regardé cette photo du couronnement de Donald Trump 2.0 entouré des seigneurs de la tech, tu sais quoi? J'y ai vu autre chose, moi aussi. Donald et ses copains de la tech, j'y ai vu un triomphe romain. Un empereur romain qui rassemble ses types autour de lui pour les humilier parce qu'il les déteste, chacun d'entre eux. Rappelle-toi que Facebook l'avait banni, Twitter l'avait banni, il n'était pas sur Instagram et il a dû créer son propre Truth Social. Donc, quand je parle d'un triomphe romain, j'entends par là ce que faisaient les empereurs romains lorsqu'ils entraient dans Rome en paradant avec les seigneurs locaux qu'ils avaient capturés et humiliés devant les Romains. C'est ce que je pense qu'ils faisaient là-bas. Et vous avez vu la façon dont il a complètement laissé tomber Elon Musk. Il fera la même chose avec Jeff Bezos. C'est pour cela qu'ils sont vraiment très inquiets et essaient de se rassurer. Quand on a autant de pouvoir concentré, comme le pouvoir dans cette pièce, à la Maison-Blanche, où que ce soit, ce pouvoir concentré, se sape lui-même. Ce système techno-féodal, comme le système capitaliste avant lui, mais en bien pire, car le pouvoir techno-féodal est bien plus grand, est instable, tout comme un cartel est instable. Donc l'espoir que je retire en observant leur pouvoir exorbitant, c'est que ce pouvoir exorbitant n'est pas durable. Il finira par s'effondrer. Ce que les démocrates, les vrais démocrates, je me considère comme un démocrate au sens ancien, grec du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui veut que le démos gouverne, doivent retenir, c'est que leur pouvoir est peut-être suprême, mais il est éphémère et il s'effondrera même si nous ne faisons rien. Même si nous disons tous, oui, Donald, oui, Jeff Bezos, oui, Elon Musk, il s'effondrera parce que le système porte en lui les germes de sa propre destruction, enfouis dans ses racines. Notre tâche est de nous préparer pour que lorsque cela commencera à s'effriter et à s'effondrer, nous ayons des alternatives. Parce qu'en 2008, le capitalisme financiarisé s'est effondré et a failli s'autodétruire. Mais nous n'étions pas prêts. Préparons-nous. Eh bien, dans cette optique, si notre objectif ou notre tâche est de nous préparer et de créer des alternatives, un excellent point de départ, bien sûr, c'est votre livre pour comprendre ce qui se passe réellement ici. Qui, encore une fois, est le livre « Techno-féodalisme, ce qui a tué le capitalisme ». Je ne saurais trop le recommander, je mettrai évidemment un lien dans la description. Et Yanis Varoufakis, merci beaucoup. Et oui, excellent livre. Donc merci infiniment. Merci Glenn. Merci, c'est toujours un plaisir de vous parler.